Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien, le petit plateau. Avec nous toujours l'équipe du Feu de Dieu, l'équipe qui tue. C'est toujours le trio gagnant, le trio magique. Le premier du trio, c'est bien évidemment Paul. Paul, comment ça va? Bonsoir, ça va bien, et toi Écoute, moi ça va nickel aussi. Le second acolyte du trio, c'est comme d'habitude aussi toujours Jordan. Jordan, comment ça va? Ça va très bien, je suis prêt pour une très belle émission, je suis sûr. Je suis sûr à 100%. Ok, et on l'espère et on sent aussi que ça va être une très belle émission parce que notre invité aujourd'hui est nul d'autre que le coureur professionnel d'Arkea Samsic, Kevin le Danois. Kevin, salut, comment tu vas? Salut, ça va, j'espère que vous allez bien. Bah écoute, Ça va nickel. nous on est en entretien avec toi, voilà, pour une grosse demi-heure, comment ne pas aller mieux. Sans plus tarder, on va commencer l'émission. Et pour commencer cette émission, c'est Paul qui va tirer un portrait de toi, Kevin, et qui va nous présenter un peu plus qui est Kevin le Danois. Donc Kevin, tu es coureur pour l'équipe Arca Samsic depuis que tu es passé professionnel à partir de 2015. En 2014, en comptant ta première année en tant que stagiaire. Par ailleurs, dès cette première année, tu termines 6ème de l'Arctic Race of Norway et tu remportes aussi le Tour de Jura avec l'équipe de France U23. En 2015, tu remportes le titre de champion du monde espoir sur route à Richmond, devant notamment Simone Consoni et Anthony Turgis. C'est au début de la saison 2017 où malheureusement tu te fractures le fémur lors du Trofeo Leguglia, mais tu fais partie de la présélection de Cyril Guimard pour participer au championnat d'Europe de 2017. Après, en 2018, pour ton premier Tour de France, tu portes notamment le maillot à pois une journée, et cette saison, tu as participé à ton 3e Tour de France, et tu as pris la 4e place du Tour de Limousin. Est-ce que j'ai bien résumé ta carrière dans l'ensemble ou pas? Ouais, pas mal. Là, t'as réussi à trouver les grandes lignes. Après, le reste, c'est anecdotique, mais ouais, c'est bien résumé. Parfait. Alors du coup, je te propose de passer à un portrait un peu plus intime de toi, entre guillemets. Et je vais commencer avec la première question. Quel métier aurais-tu aimé faire si tu n'avais pas travaillé dans le cyclisme? Euh, je sais pas. Je peux commencer avec un joker ou... Oula. Tu fais fort, si tu commences avec un joker, il y en a pas beaucoup qui nous l'ont Ah fait celle-ci. non, non. Non, en vrai, je sais pas. J'ai pas d'idée fixe en fait sur ce que j'aurais fait à part du vélo. Euh, Depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire du sport. Enfin, peu importe le sport que je faisais, je me débrouillais pas trop mal. Je disais, depuis que je suis tout petit, je joue au sport et euh, je me suis toujours dit, en grandissant, je vais tenter ma chance dans le sport. Et puis, quand j'ai tenté ma chance, ça a réussi. Mais honnêtement, si ça avait pas marché, je sais pas ce que j'aurais fait. Quel est ton passe-temps préféré ou un hobby que tu as en dehors du cyclisme? J'en ai pas de particulier à part le sport en général, quoi. Enfin, là, plus ça va, plus je suis un peu les sports mécaniques, Ok. moto, Formule 1. Mais après, de là à pratiquer, c'est un peu compliqué. Hmm. Mais non, sinon, j'ai le sport en général et les jeux vidéo, quoi. Ça Ok. marche. Tu joues à quoi, jeux vidéo? Call of. Ok. Euh, Est-ce que t'as une série préférée ou un livre favori? Série, pas spécialement, mais j'attends. Allez, on va dire que celle que j'attends le plus, c'est la deuxième saison de Outer Banks. Ok. Mhm. Après, de livres, non, j'avoue, je suis pas du tout lecteur. Faudrait vraiment que je tombe sur un truc qui me passionne, mais c'est pas arrivé encore. Ça marche. Ok. Est-ce que tu as un style de musique ou un artiste préféré? Non, pas spécialement. Je suis assez, comment dire, je suis pas Éclectique. fixé sur une idée. Ouais, je suis assez éclectique, comme on dit. Je suis pas fixé sur une idée où j'écoute que un style ou un truc comme ça. Je préfère un peu comme dans le sport, je suis un peu touche à tout et c'est un peu valable pour tous les domaines, quoi. Je Ok. peux avoir une période où je vais écouter du rap, du R&B, et puis l'autre où je vais écouter presque du hardstyle, quoi. Et là, ton dernier coup de cœur Ok. musical, c'est quoi? 24 Gold, Ok, ouais c'est ça. 24 Gold et Mood, le titre. ça marche.
Est-ce que tu peux nous parler de ton premier souvenir à vélo? Le premier que j'ai, allez, on va dire officiel entre guillemets, c'est le premier entraînement club que j'ai fait. Donc je devais être minime 2 ou minime, ouais, minime 2. En fait, je venais de finir ma saison de foot à l'époque et mes potes du collège étaient inscrits au club de vélo. Donc du coup, bah, un mercredi, j'étais avec eux. Et au bout de 4 kilomètres, je me suis cassé la gueule comme un débutant, quoi. J'ai mis la roue avant dans le dérailleur du copain qui était devant et Aïe. j'ai fait demi-tour, je suis rentré. Effectivement, effectivement. Ben, tu vois, Le coup dur de la première sortie. à ce moment-là, si on t'avait dit que t'allais faire carrière, est-ce que tu l'aurais su, tu te serais dit, c'est évident, je serai cycliste pro, je ne sais pas, mais Bah, c'est une belle ça anecdote. m'a refroidi. Bah, enfin, ça m'a pas refroidi, mais je me suis dit, putain, ouais, en fait, c'est un peu technique quand même comme sport, quoi. Il suffit pas d'appuyer sur les pédales. Et puis, non, non, ça m'a refroidi. En fait, bah, avec le recul, ce qui me fait rire, c'est que j'étais avec le vélo de mon père quand il courait à Mhm. l'époque. Et quand j'ai ramené le vélo à la maison, je me souviens, il m'a dit, putain, mais même moi, sur toute ma carrière, j'ai jamais cassé un vélo autant que ça. Donc, ouais, j'ai bien commencé, quoi. Aïe, 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 la famille de cyclisme, la famille Le Danois qui voit Ah, le, Les dégâts du fils. ouais, exactement. c'est ça. Ouais. Euh, est-ce que tu as eu un idole dans ta jeunesse? Euh, Pas spécialement. Après, c'est pas des. Enfin, ouais, si j'ai. Quand j'étais plus jeune, j'ai un coureur qui m'a fait rêver dans le cyclisme, c'est Valverde. Hmm. Mhm. Après, pas spécialement. J'ai été fan de mon père. Enfin, je suis toujours fan de mon père, de ce qu'il a réussi à faire et de ce qu'il arrive à faire. Mais c'est plus des. Comment dire? Des mentalités pas de stars, mais de sportifs, style le speech de Tony Parker à la mi-temps de la finale de la France, par exemple, ou Mhm. des événements comme ça qui font être passionné d'un mec. Ok. Quelle est ton idole de jeunesse, du coup? Hop, oui, oui, non, Ah mais pardon, non, on a bien la excuse-moi. faire. Sur Tu l'as déjà dit, c'est la Je suis dernière. fatigué, excuse-moi. Ta matière préférée à l'école, du coup, pardon. Waouh. Sport interdit, évidemment. Sport interdit, ouais, bah je me doute, sinon ouais, j'y avais pas pensé en plus. Matière préférée, je dirais les maths. Ok. Ok, Après, j'ai pas fait S non plus en bac, hein. ouais. Donc c'était pas des maths scientifiques, quoi. Bah C'était écoute, plus des maths style compta, gestion, des trucs comme ça. ça marche. T'as fait un bac STMG, un bac G? Ouais, STMG, c'est ça. Ok. On va passer à la prochaine partie. Là, on vient de finir un peu ces petites questions décalées pour en connaître un peu plus sur toi. La prochaine partie, on va te poser des questions ouvertes. On va essayer de creuser un peu plus dans la carrière de Kevin Le Danois, dans ce qui l'entoure, dans sa vie de coureur cycliste professionnel. Et on va passer du coup, on va parler de ton équipe de toujours, l'équipe Arkea Samsic, appelée aujourd'hui oui Arkea Samsic. T'as fait toute ta carrière chez cette équipe, depuis tes débuts chez les professionnels jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu t'y plais vraiment? Enfin, on imagine que tu t'y plais, mais comment t'envisages du coup l'avenir avec Arkea? Est-ce que un changement d'équipe, c'est envisageable pour toi et si possible même à l'étranger? Ouais, bah je m'y plais, oui, forcément. Je cache pas, et bah, j'ai pas forcément à me cacher, mais j'avoue qu'il y a 2 3 ans, j'avais eu comme idée, ouais, pourquoi pas aller voir ailleurs. Mais bah, déjà, le premier point, c'est que pour aller voir ailleurs, il faut avoir des résultats en conséquence, parce que c'est pas facile de trouver un contrat ailleurs. Et puis, l'équipe a évolué l'année d'après, et plus ça va, plus elle a évolué comme on le sait, avec surtout depuis l'arrivée de Warren, quoi. Et honnêtement, j'ai pas forcément envie de changer. Quand je vois comment l'équipe se développe et ce qu'on arrive à faire cette année, bah, je me dis pourquoi pas rester jusqu'à temps où je sentirais peut-être que l'équipe butera. Mais pour le moment, c'est pas le cas, donc je me sens bien où je suis. Après, des envies d'ailleurs. Si je devrais changer d'équipe, je pense que je m'orienterais plus à l'étranger pour l'expérience, Mhm. pour une culture différente, pour la langue. Après, faut voir, faut voir les opportunités qui s'offrent à moi dans le futur, mais je suis pas contre l'idée de changer, mais je suis pas contre l'idée de rester. Enfin, je me sens bien où je suis, donc si vraiment il y a une belle opportunité, pourquoi pas, mais pour le moment, non.
Si tu devais partir à l'étranger, tu aurais un pays qui t'attirait particulièrement ou pas? Non, pas spécialement. Après, ouais, mais enfin, oui et non. J'ai en fait, j'ai la chance de bien me débrouiller en anglais et en espagnol. Hmm. Donc, déjà, c'est un avantage. Même quand, par exemple, quand je suis avec des étrangers dans l'équipe, style avec Connor ou avec André l'année dernière, Hmm. bah, j'arrive à discuter en anglais, donc c'est plus facile. Après, de là à dire, j'aimerais bien aller dans tel pays pour signer dans telle équipe, non, franchement, ça, je pourrais pas répondre à la question, quoi. Ok. C'est plus, comme je disais, c'est plus l'expérience d'une culture. Par exemple, c'est très bien qu'entre la culture francophone et la culture américaine, il y a des énormes différences. Donc pourquoi pas aller voir là-bas, mais c'est pas une idée fixe. Surtout qu'il y a de plus en plus de Français qui partent à l'étranger comme ça. Ou qui ont Hmm. des envies d'ailleurs. J'ai l'impression. Ouais, parce que bah, on se rend compte que il y a des idées à prendre à l'étranger. Enfin, qu'on fait en France, tout n'est pas acheté, mais tout n'est pas à garder, comme partout. Donc bah pourquoi pas aller voir ailleurs pour voir ce qui se fait et puis garder le positif et puis se servir du négatif comme expérience personnelle. Mhm. Qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité quand on est champion du monde chez les jeunes? Est-ce que ça t'a mis une pression supplémentaire pour la suite de ta carrière ou... Oui et non. Moi, ça m'a fait l'effet inverse. Et je pense que ça se voit quand on regarde les résultats, hein, mais 2000 2016, on va dire, allez, toute l'année 2016 et 2017 jusqu'au mois de juillet, c'est pas une bulle, mais c'est rien, quoi. Et moi, ça m'a pas mis la pression et au contraire, je me suis reposé sur les lauriers, en gros, avec le recul. Ouais. Et je vais pas dire que ça m'a desservi, mais je Sans me ton suis pas titre de mis que. champion du monde, est-ce que tu penses que tu aurais été plus constant justement sur ces années 2016-2017 par exemple? Je sais pas. Si j'avais fait un autre résultat à côté, peut-être que ça aurait fait la même. Et peut-être que si j'avais pas fait le résultat, eh ben, j'aurais peut-être pas eu le déclic de me dire que j'étais capable d'en faire. Mhm. Qu'après, je préfère pas penser forcément à ce qui aurait été différent, mais juste de me servir de ce qui s'est passé pour me dire, bah, en fait, même si j'atteins un très bon niveau, enfin, même si j'ai déjà atteint un très bon niveau, c'est pas pour autant que tout est acquis, quoi. On disait que tu avais gagné ce titre, mais depuis, tu n'as pas vraiment gagné. Est-ce que c'est un objectif de regagner chez les pros? Ou est-ce que Ouais. peut-être tu te satisfais d'avoir un rôle d'équipier? C'est possible aussi. Euh, oui et oui. Oui et oui, parce que, ouais, bah, c'est un objectif, hein. Je cache pas que cette année, j'avais pour objectif de gagner le Tour du Limousin, au moins une étape. Mhm. Donc, je suis pas passé loin, mais j'ai pas réussi. Et puis, au général, je dirais que ça me conforte dans l'idée que je suis capable de faire des résultats. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de lever les bras, d'aller chercher soit une étape, soit une course comme ça qui me correspond, ou même en général. Après, oui, oui, je me satisfais du boulot de coéquipier, euh, parce qu'il y a des courses comme le Tour ou comme des grosses courses où faire le boulot, ça demande tellement de sacrifices. Parce qu'il faut être lucide aussi à un moment. Jouer les premiers rôles comme un Julien Lafilippe sur des courses sur le Tour, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Donc, faut savoir rester à sa place aussi et puis faire avec ses moyens. Et il y a des courses où j'ai fait le boulot d'équipier et où j'ai pris énormément de plaisir à le faire parce que je pouvais pas donner plus que ce que j'ai donné ce jour-là. Mais Tu- maintenant, oui, il y a des courses qui sont accessibles et il y a des courses où il faut savoir Hmm. pas rester à sa place, mais être conscient de ses capacités, pas se, pas se surestimer, quoi. Et tu Il faut sens que savoir mettre son ego de c'est... côté, quoi. Ah, vas-y. Moi, je disais, en gros, il faut savoir mettre son ego de côté. C'est ça. Oui, ouais, même pas mettre son ego de côté parce que bah, je pense que les gars qui me connaissent dans l'équipe, ils savent que j'ai un caractère de con de temps en temps et que même sans mettre mon ego de côté, mais c'est vraiment être conscient de ses capacités et de pas se dire bah tiens sur telle course et c'est l'erreur que j'ai faite quand j'ai commencé, enfin quand j'ai commencé ma carrière, pas se dire bah tiens telle course, ouais je suis capable de faire un résultat. Voilà, en fait non pas du tout. Tel coureur oui il est capable et toi tu es capable de faire le boulot, mais de là aller chercher un résultat, il y a encore un palier qu'il faut franchir et et il y a des moments où bah faut savoir prendre conscience de ce palier. Et tu penses que la victoire en 2021, c'est quelque chose de clairement envisageable avec le recul que tu peux avoir sur ta carrière depuis tes débuts?
Ouais, faut voir comment l'année se déroule. Ouais, déjà, c'est vrai. Mais si on met Après, hors contexte le... ouais, c'est ça. Si on part sur une année classique, Voilà. euh, de mon point de vue, en regardant ce que j'ai fait toute cette année avec Flavien, avec mon nouvel entraîneur qui est chez Arkea aussi, si on continue de progresser sur la même lignée, ouais, c'est quelque chose qui sera envisageable et que je dois de m'envisager. Enfin, je dois penser à lever les bras. Ouais. Quand tu es en plus à la recherche d'un succès chez les professionnels et que tu sens que ton entraînement progresse, cette recherche-là du succès, elle te galvanise encore plus pour aller chercher ce qui te manque et cet objectif-là. Ouais, mais ça, je dirais, ça dépend des coureurs. Pour en avoir fait le débrief avec les directeurs sportifs dans l'équipe, euh, il y a des coureurs, sans citer de nom, hein, mais même des personnes dans la vie de tous les jours, qui supportent pas de se dire, bah, faut que je fasse des résultats, ça leur met une pression et cette pression, elle va devenir négative. Ok. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes se mettent une pression pour aller chercher des résultats ou pour être performant au travail ou dans plein de domaines. Mais ça peut mettre une pression qui, elle, va être positive. Hmm. Et moi, dans mon cas, je sais que cette pression-là, elle me mentalise et ça arrive à me faire faire, comment dire, j'arrive à avoir le déclic, du coup, de me dire, ouais, j'ai bossé pour, j'en suis capable, maintenant à moi de faire les choses pour. Quoi. Ok. Kevin, tu as eu une grave blessure au fémur. Le genre de blessure qui est très compliqué dans la vie d'un cycliste professionnel. T'as pas mis beaucoup de temps à revenir. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a handicapé voilà, dans ta progression en tant que coureur ou est-ce que t'as su bien la gérer, cette fracture du fémur? Euh, j'ai eu la chance, dans mon malheur, Hmm, mais j'ai eu la chance de pas me faire opérer du fémur. ok, En fait, la fracture, c'était pas une fracture intégrale, c'est une fracture du trochanter. Le trochanter, c'est la grosse boule qu'on a sur le côté, en fait, qui est juste avant le col du fémur. Et moi, j'avais cette partie du fémur qui était fissurée, mais pas en intégralité. Donc, il y a eu un décalage, mais ça n'a pas nécessité d'opération. J'ai pas eu de broche ou de plaque pour consolider. Je suis juste resté alité pendant 3 semaines. Donc, forcément, c'est long, mais au niveau rééducation, j'ai pas de séquelles, j'ai rien. J'ai pas eu à subir d'opération pour réenlever ce qui aurait été mis. Et bah, je dirais un peu comme tous ceux qui ont connu une grosse chute, et encore, c'était une grosse chute, mais ouais, je pense qu'il y a eu plus grave. Hein. J'ai même si on reprend un passé assez récent, je pense à Eddie dans l'équipe, la fracture de la rotule qu'il a eu en début d'année, on a vu que hmm, il n'a pas pu recourir encore, donc Hmm. il y a des chutes encore plus graves. Mais la période de repos, ça permet de vraiment se poser, de refaire les bases, parce que quand on revient d'une chute, faut pas y aller trop vite, donc on a le temps de refaire les bases. Et puis au final, bah, je vais pas dire qu'on revient plus fort, mais on arrive à atteindre un bon niveau quand même. Donc après, ça revient progressivement avec les courses, de se dire bah maintenant faut que j'ai bossé ça, faut que je bosse ça, et ainsi de suite. Et puis au final, on arrive à presque avoir un meilleur niveau de base que ce qu'on aurait pu avoir avant. ok, Donc ça, malheureusement, c'était en 2017, mais en 2018, tu as le bonheur du coup de participer à ton premier Tour de France, en 2018 donc. Et par ailleurs, dès la première étape, tu prends le maillot à pois, en Vendée d'ailleurs, d'où tu es originaire. Et après, est-ce que tu penses que c'est une fierté justement? Et comment est-ce que tu as vécu cette courte aventure avec ton maillot à pois et comment est-ce que tu as vécu ton premier Tour de France? Alors, juste avant, pour l'anecdote, en 2017, donc je me suis fracturé le fémur. hmm, Et au mois de septembre mois de septembre 2017, je suis tombé à l'entraînement en faisant les cons entre guillemets avec Simon Cellier et Arnold Jansson. Et je me suis fracturé le calcanéum, donc je me suis fracturé le talon et je me suis luxé l'épaule à l'entraînement. Ah ouais. ça Et fait beaucoup. ça m'était un. Ouais, c'est pas. Après, j'ai été courir. Enfin, j'ai pas eu mal en fait de la fracture au talon. J'ai continué les courses et tout, puis je me suis rendu compte que c'était fracturé en Belgique sur les pavés où ça me faisait vraiment trop mal. Donc voilà pour l'aparté, mais ouais, non, 2017, c'est vraiment une année où j'ai un peu tout connu. Quoi. Ouais, Ouais, donc c'est l'année noire classique dans la carrière, quoi. Ouais, ouais. Et ouais, après, donc non, pour. 2017, t'as dit, et ouais, donc pour Ouais. 2018, donc ton premier Tour de France et ton maillot à pois en Vendée. Du coup, je te demandais ce que c'était pour toi une fierté d'avoir porté ce maillot à pois et comment est-ce que tu avais vécu ton premier Tour de France?
Clairement, ouais, c'est une fierté, hein. Alors, la première étape qui faisait Noirmoutier, je sais même plus où ça arrivait, enfin, qui traversait toute la Vendée. Ça passait devant, enfin, je vais pas dire devant chez mes parents, mais presque devant chez moi. Mhm. Je suis licencié au club à Saint-Jean-de-Mont, en Vendée. Et on traversait toute la côte vendéenne, donc on traversait tous les pays de Mont, Notre-Dame-de-Mont, Saint-Jean-de-Mont, pour tous ceux qui connaissent. Et pendant, allez, on va dire pendant 6 ou 7 kilomètres, et même pendant plus, pendant toute l'étape, mais comme j'étais devant, j'avais l'impression de faire la course de mon village, quoi. Enfin, tout le monde m'encourageait et tout. J'ai eu Et sur tes routes des frissons d'entraînement? pendant 100 km sur 160, quoi, admettons. Mm. Et franchement, c'est un souvenir, je pense, pour avoir un souvenir plus fort, je vais pas dire qu'il faudrait aller gagner une étape sur le tour, parce que je l'ai pas connu, mais ouais, pour avoir la même émotion, je pense, ça arrive pas souvent. Et, et après, tu fais un podium protocolaire, c'est quand même enfin, je sais pas, c'est quand même ta première étape, tu vois. Et tout de suite, bim, tu goûtes au podium du Tour, tu goûtes aux réactions des médias sur le Tour de France. On pourrait se dire que c'est pareil sur toutes les courses, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que justement, c'est le Tour de France et tout le monde le sait, c'est pas pareil quand c'est le Tour de France. Comment tu l'as vécu ça? Est-ce que pour toi aussi c'était pas pareil parce que c'était le Tour de France et tout a été décuplé? Ouais, je dirais, ouais, c'est pire parce qu'en plus j'étais chez moi. Ouais. Mm. Et Ouais. moi, l'arrivée était vraiment à l'autre bout de la Vendée, donc c'est vraiment un endroit que je connais pas, où je vais jamais à l'entraînement, c'est trop loin. Mais je dirais, j'ai eu la chance, donc comme t'as dit, Justin, ouais, pour mon premier tour, la première étape, de me rendre compte de ce que c'était le Tour de France en faisant la cérémonie protocolaire, quoi. Donc, c'est-à-dire que, on attend derrière le bus, on passe devant les caméras, mais on se rend pas forcément compte quand on connaît pas, mais derrière le bus du podium, il y a un endroit média avec 40 ou 50 caméras du monde entier. Mm. Et derrière, il y a les plateaux télé, donc il y a les Rois de la Pédale, il y a France Télévisions, il y a plus tous les plateaux des autres pays. Et de l'avoir vu le premier jour où j'ai fait mon premier tour, on se dit, ah ouais, en fait, il n'y a pas que la course, quoi. C'est vraiment énorme tout ce qu'il y a à côté. Et le fait d'être monté sur le podium, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, en fait, l'ampleur que ça prend, c'est un truc de malade, hein. Mm. Clairement. Alors, je vais totalement passer à un autre sujet, même si c'est très intéressant, le fait d'avoir que tu vécu ton maillot à poids comme ça, parce que ça reste un énorme souvenir, mais on va parler de ton père, parce que ça a été un ancien professionnel, un ancien très bon professionnel d'ailleurs, et qui est maintenant très bon directeur sportif, il est à la RKA. Mais comment tu vis le fait d'être avec ton père au sein de l'équipe? Bah, moi, je le vis bien, enfin, lui aussi le vit bien, je pense qu'il y a pas de souci. Mais Un traumatisme, ça va? non, non, non. Après, il a l'habitude de dire que c'est pas qu'il est plus difficile avec moi, mais comment dire, pour être crédible, c'est un peu comme un prof qui aurait son fils dans la même classe. Ouais. Pour être crédible vis-à-vis des autres élèves, et là vis-à-vis des autres coureurs, il se doit d'être au moins aussi ferme, voire beaucoup plus ferme avec son fils. Donc je sais que j'ai pas forcément le droit à l'erreur parce que c'est pas qu'il va être tout de suite sur mon dos, mais si je fais une connerie, bah, j'ai d'une la réflexion au débriefing, et Mm. puis j'aurai la réflexion en dehors de la course, parce qu'on a pour habitude d'analyser un peu ce qui s'est passé et tout, et je sais que Mm. je me ferai remonter les bretelles après. Et en... Après, Oui. Non, dis-moi Justin, dis-moi. je voulais dire, en plus, il connaît tes capacités peut-être mieux que personne, non? Est-ce qu'il sait quand dans un bon jour, quand t'es dans un mauvais jour? Est-ce qu'il sait enfin, mieux que les autres? Ouais, il le sait parce que il le sait en fait, il le sait dans ma façon d'aborder une course. Hmm. Je vais prendre l'exemple de la dernière course de l'année, la classique, j'ai perdu le nom, tiens, La j'avais aussi Classica déjà le nom. Ordizia où tu fais septième. C'est ça, exactement. Et j'avais dit même avant la course à mon entraîneur, je dis ouais, je me sens bien, c'est vrai que mentalement j'arrivais un peu au bout du fil après les enchaînements de courses, mais physiquement je me sentais bien et j'avais envie de finir sur une bonne note. Et le fait d'aborder la course comme ça, sans pression, détendu, avec une équipe de guerriers entre guillemets,
bah, ça donnait un peu de confiance pour aller faire un résultat. Et ça, mon père, il le ressent. Donc forcément, c'est des courses comme ça, si je passe à travers et que c'est de ma faute, ou si je fais un truc qu'il faut pas faire, bah ouais, je vais avoir double reproche derrière, quoi. Hmm. Mais ça me sert aussi de leçon et j'arrive à avoir assez de recul maintenant pour, euh, pour savoir déjà d'une, quand est-ce que j'ai fait une connerie, et pour m'en servir, pour éviter de la refaire. Je prends l'exemple alors je crois que c'est 2018 ou 2019, je sais plus. C'est une étape du Tour, ça doit être 2019. C'est une étape du Tour où on est passé tous à côté de l'étape, toute l'équipe. Et bon, il n'y a pas eu de catastrophe dramatique, mais on était parti sur un plan de base, donc je vais pas rentrer dans les détails parce que je m'en souviens pas. Mais on était parti sur une idée de base et on est passé à côté complet toute la journée. Et on est arrivé au bus et on tirait un peu la gueule. Et, et on, on pensait se faire engueuler, mais se faire engueuler pas méchamment, mais voilà, se faire remonter les bretelles. Et puis quand mon père nous a vu monter dans le bus et qu'il a vu la gueule qu'on tirait en descendant du vélo, bah, il a pas jugé nécessaire de nous remonter les bretelles entre guillemets parce que à nos têtes, ça se voyait qu'en fait, on était tous conscients de notre connerie et que ça sert à rien, quand c'est comme ça sert à rien de rajouter une couche, quoi. C'est vrai. C'est beau. En vrai, c'est assez important aussi de différencier quand est-ce que tu dois engueuler les coureurs et quand est-ce que tu dois pas le faire. C'est Ouais, quelque chose bah après, à l'inverse, il y a une étape il y a 2 ans au circuit de la Sarthe où l'étape que Alexis Goujard y gagne et qui fait le général, on est passé à côté. Hmm. Et bah, le soir, on s'est fait pourrir, pour pas dire démonter dans le bus. Et, euh, et voilà, et le lendemain, on a remis un peu les choses au clair et ça s'est beaucoup mieux passé. Mais je dirais que c'est important. Alors, c'est peut-être un peu débile ce que je veux dire, mais moi, je trouve que c'est important de se faire engueuler. Ouais, je Parce suis d'accord. que ça permet de se remettre en question et bah, de se dire qu'en fait, ouais, on est passé au travers, par exemple, on est passé au travers d'une course. Alors, je prends exemple, c'est pas arrivé, hein, mais je prends exemple d'un championnat de France. Bah, c'est une course importante pour l'équipe parce que c'est important pour le sponsor, c'est important pour tout le monde. Et en plus, sur une course comme ça, il y aura un titre en jeu. Bah, si on passe à côté et de se dire, bon, bah, on est passé à côté, c'est pas grave. Bah, si, c'est grave parce qu'il y a des retombées derrière qui sont énormes. Et faut pas se dire justement, bah, c'est rien, c'est qu'un championnat, enfin, n'importe quelle course, hein, mais je pense que des fois, de se faire remonter les bretelles en se disant, putain, les mecs, vous avez fait de la merde, ben, moi, je trouve que ça m'a fait du bien quand ça arrive. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Même dans la vie en général, Ouais, tu vas par quand faut se faire l'expérience pour engueuler, l'avenir. c'est ça. Quand faut se faire engueuler, faut se faire engueuler. Et souvent, c'est les personnes qui utilisent les mots les plus, pas forcément qui sont les plus violents dans leurs propos ou dans leur attitude, mais qui sont les plus intelligents dans leur façon de dire les choses et de t'engueuler et qui vont vraiment chercher le truc qui t'a mis dedans. Là, ça fait vraiment réfléchir. Là, c'est vraiment. Ouais, c'est ça. Je dirais, pour répéter un peu les mots de Warren, je pense à lui, parce qu'il a l'habitude de dire ça, euh, faut toujours, quand il y a une prise de parole, que ce soit pour engueuler ou pour dire quelque chose, faut toujours que ce soit constructif. Hmm, Si c'est constructif, c'est facilement acceptable. Si c'est juste se faire engueuler pour se faire engueuler, bah, je vais parler méchamment, mais non, enfin, tais-toi, quoi. c'est Dis vrai. rien. Exactement. Euh, C'était très intéressant, je trouve, ce petit passage. On va passer du coup à un autre sujet qui est l'arrivée de Nairo Quintana dans ton équipe au début de l'année. Qu'est-ce que ça fait quand un double vainqueur de Grand Tour arrive dans votre équipe? Est-ce que vous vous y attendiez? Comment vous l'avez accueilli? Parce qu'il est arrivé avec son frère, il est arrivé avec Winner Anacona qui est proche de lui aussi, qui est colombien. Comment ils ont été intégrés? L'association aussi avec Warren Barguil, on a l'impression que ça s'est plutôt pas mal passé. Voilà, comment vit Arkea depuis que Quintana est arrivé? Est-ce que ça a beaucoup changé ou finalement? Est-ce que pas du tout? Bah, la première fois qu'on a entendu la rumeur, parce que on entend, c'est bizarre, hein, mais on est dans le milieu, mais même nous, en étant dans le milieu, il y a enfin, on apprend toujours avec les premières rumeurs qui sortent dans la presse, quoi. Hmm. En fait, on n'est pas les premiers au courant, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, la première fois qu'on a entendu l'idée, on s'est dit, tiens, ouais, c'est bizarre quand même, que ça paraît gros. Et je pense que tout le monde a eu un peu la même réaction C'est quand vrai. ça a été annoncé. Oui. Ouais. Et puis, au final, bah, on s'est dit, ah ouais, non, en fait, non, non, c'est
c'est véridique, puis ça a été confirmé en interne avant d'être confirmé à la presse. Et on s'est tous dit, ah ouais, ah là, bah, la première, enfin moi, ma première idée, c'était maintenant, si on va sur un grand tour, on n'y va pas pour rien, quoi. On y va pour du résultat, et puis c'est du résultat important. Et bah, je pense, et ça s'est vu dès le début de l'année, euh, ça a réussi à créer un groupe où c'était plus le même système, c'est-à-dire que c'était pas on allait sur une course et sans faire offense à qui que ce soit, mais c'était pas on allait sur une course et puis bah tiens, c'est toi qui es le plus en forme, on va essayer de faire un résultat avec toi. C'était vraiment là, bah voilà, on a un leader qui est capable de gagner, c'est tout pour un leader, et puis on l'a vu à la pro. Donc ça a mis tout le monde dans une bonne spirale dès le début de l'année, et ça nous a permis de passer un palier et de prendre conscience collectivement qu'on était capable de faire des belles choses. Et l'association avec Warren, du coup, ça s'est bien passé dès le début? Ouais, bah, moi je pense que c'est pas trop un secret, mais Warren il parle pas espagnol, donc c'était pas forcément facile. Mais après, je pense qu'ils se sont bien entendus parce que les deux ont des choses à tirer de l'autre, dans le sens où, bah, par exemple, sur un grand tour, euh, Warren il peut jouer sa carte sur des étapes qui lui correspondent, et puis si ça tourne pas en sa faveur, bah, c'est un atout pour Nero qui est derrière. Donc en fait, je vais pas dire qu'ils sont complémentaires parce qu'ils ont pas forcément la même façon de courir, mais les deux ont des choses à tirer de l'autre en leur intérêt. Et en fait, ça les met pas en conflit du tout, au contraire. Et c'est pour ça que ça a bien fonctionné. Ouais. Et t'avais beaucoup couru avec Nero avant le Tour de France? Cette année, que cette année, Ouais, j'ai fait que le tour des Alpes-Maritimes et du Var. ouais. Et sinon, non, j'avais fait pas mal de courses avec Diego Rosa. Et bah, c'est pareil, c'est quelqu'un qui venait pour épauler Nero et puis c'est quelqu'un qui est capable enfin, d'être dans les 30 ou 40 premiers d'un grand tour facilement, même beaucoup mieux, hein, mais en faisant le boulot d'équipier, il est encore là dans le final. Mm. Et déjà, les courses que j'ai faites avec lui, ça m'a fait prendre conscience que ouais, il fallait, comme je dis, il fallait vraiment fédérer, vraiment bosser pour un mec. C'était plus facile de faire des résultats dans ce sens-là. Et ça s'est confirmé après avec Nero, mais j'ai pas fait énormément de courses. Et puis après, il y a eu le confinement et bon, la saison, on la connaît. Hein, Nero, il est rentré en Colombie, donc il n'y a pas eu énormément de courses pour prendre ses marques après. Ouais. Et justement, comment est-ce que vous avez abordé du coup la préparation pour le Tour de France 2020? Parce que vous n'avez pas énormément couru ensemble et finalement vous êtes retrouvés sur le Tour derrière après le confinement. Donc comment ça s'est Ouais. passé? Bah, faut savoir que moi, dans l'idée, euh, alors j'étais sur la liste du Tour, j'étais présélectionné par l'équipe sur le Tour. Des débriefs qu'on a eu après en mi-saison, j'étais plus orienté donc, sur les courses comme le Limousin, Tour du Doubs, Tour du Luxembourg, pour aller faire des résultats, pour essayer de marquer des points. Et bah, malheureusement, Max il s'est blessé sur le championnat, donc il a été remplacé à la dernière minute. Mais j'ai fait les stages de préparation au Tour avec les reconnaissances, et j'ai appris par la suite que j'irais pas au Tour. Donc en fait, je vais pas dire que je m'étais fait une idée, mais pour moi, je faisais enchaînement Limousin, championnat de France, et puis après Tour du Doubs, Tour du Luxembourg. Donc après le championnat de France, comme j'allais pas au Tour et qu'on m'a proposé de faire le championnat d'Europe, bah, j'ai fait le championnat d'Europe. Et le soir des championnats d'Europe, l'équipe m'appelle à 23h30 pour aller au Tour de France. Donc mentalement, j'ai pas forcément eu le temps de stresser, de me mettre dedans. Je suis arrivé assez détendu, et puis je me suis dit, bah, advienne que pourra, quoi. On verra bien comment ça se passe. Déjà, physiquement, si j'ai bien récupéré de l'enchaînement, on verra. Si je suis au fond du trou la première semaine, bah, j'essaie de résister pour voir si ça va mieux. Mais c'était vraiment une approche différente des deux premiers tours. Ok. Pas Et très bien. Je pense que tu as bien répondu dans cette seconde partie sur les questions ouvertes. On va du coup maintenant passer dans cette troisième partie appelée le sprint final où on va te présenter des dilemmes et tu vas nous répondre le plus honnêtement possible le choix de ta réponse. Donc, on va direct commencer par ce premier dilemme. Donc, c'est
tu choisis entre les deux. C'est Mathieu Van Der Poel ou Wout van Aert. Mathieu. Tu le connais? J'ai pas besoin de me justifier. Faut que je me justifie ou pas à Ouais, chaque si fois tu veux, Tu peux si tu veux. en deux, trois phrases, on a eu un invité qui nous a fait des phrases à rallonge, c'était incroyable. Mais du coup, l'émission dure 1 heure. Mais c'est comme tu veux. Ah. Tu fais comme tu veux. Non, je vais Oh, ouais, essayer de faire court, mais non, Mathieu, parce que bah, je le connais pas personnellement, mais ouais, on a échangé 2, 3 fois sur des courses qu'on a faites ensemble. Et je me souviens d'une étape sur les boucles de la Mayenne où à l'arrivée, on était échappé, et à l'arrivée, il est venu me voir, il me dit, tu marches, enfin, t'es fort, j'étais à bloc. Et là, j'ai fait, ah ouais, là, j'ai réussi ma journée, quoi. Le fait que Mathieu me T'étais dise ça, content. j'étais content de moi Ça fait déjà, quoi. plaisir. Ok. Bon, maintenant, je pense que j'aurais du mal à le refaire, mais Plutôt Jumbo ou Ineos? plutôt Ineos. Plutôt Ineos parce que c'est tout con, hein, mais alors malgré que ce soit une équipe relativement fermée les deux, je trouve les coureurs d'Ineos plus souriants et plus sympathiques. Ils ont plus facilement à dire bonjour aux autres que Ineos par exemple, que Jumbo. Ok. Ok. Plutôt Raymond Poulidor ou Jacques Anquetil? Euh, je vais pas dire aucune idée, plutôt Raymond. Ok. Bretagne ou Vendée? Non, Vendée. On essaie de te piéger, ça peut marcher. Ouais, mais bah les Bretons vont pas être contents si je dis Bretagne et les Vendéens vont pas être contents si je dis Bretagne. Donc, C'est vrai. Plutôt Schleck ou Contador? plutôt Contador pour le style un peu charismatique, quoi. En montagne, t'es plus Alpes ou Pyrénées? Ah, plus Alpes. C'est un peu plus roulant. Les cols des Alpes sont un peu moins durs, même si c'est plus long, mais c'est un peu moins dur que les Pyrénées. Les Pyrénées, c'est dur quand même. Tu préfères Barguil ou Quintana? Ah là, vous êtes vache. Non, plutôt Warren, et vraiment plutôt Warren, parce que c'est plus facile d'échanger et de rigoler avec quelqu'un qui est français quand même. Ouais. Plutôt Koen Yaman ou galette saucisse? Et j'ai jamais goûté de Queen Yaman, donc je vais dire galette aussi. Aïe aïe aïe, t'as jamais goûté de Queen Amman, t'es Non, dans une équipe bretonne. les Bretons, si vous m'écoutez, s'il y a des courses en Bretagne, apportez-moi du Queen Yaman. Eh ben, tu sais quoi? On n'a plus qu'à. Tu sais quoi? Je prends le pari. Si t'es sur la liste pour le Tour de France 2021, moi je vais au départ du Tour à Brest. Je viens à Brest et je te donne un coup de Queen Amman après la première étape. Ça marche. On se redit ça, on se renvoie un message. Alors là, Kevin, je le note, hein. Ouais, ça marche, On pas de problème. rééchangera. L'event de Koen Yaman. En grand tour, heureusement, évidemment, t'as fait 3 Tours de France, mais malheureusement, t'as pas pu découvrir le Giro ou la Volta, mais je vais quand même te demander, Giro, Tour ou Vuelta? Ah, Vuelta. Bah, t'as répondu, hein, mais j'ai déjà vu le Tour. Hmm. Je sais ce que c'est et j'aime pas trop le mauvais temps, on va dire, le début de saison. Je suis pas forcément fan. Donc je préfère les chaleurs et je vais dire Vuelta. Ouais. Ok. Ok. Paris-Roubaix ou Tour des Flandres? Tour des Flandres. Ok. Plutôt Hino, Fignon ou Lemon? Euh... Plutôt Bernardino, pour le franc-parler qu'il a. Il mâche pas ses mots, quoi. Même si à des fois c'est... Bon, il attaque certains coureurs, quoi. Je pense avec ce qui s'est passé avec Warren, mais voilà, non, plutôt pour le franc-parler d'Ino. Ouais. En retransmission télé, est-ce que t'es plus France Télé, Eurosport ou la chaîne L'équipe? Non, Eurosport. Cyril Guimard ou... Attends. Eurosport GCN même maintenant. Ah Je vais oui. faire une petite dédicace à Loïc. Et bah tu vois, on est dans l'entretien avec Florian Chabal il y a quelques jours. Ah ouais, ok. Bon, du coup, maintenant, Cyril Guimard ou Marc Madiot? Euh, Cyril Guimard. Enfin, pour l'anecdote, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand j'ai fait ma première sélection en équipe de France au championnat d'Europe avec Cyril Guimard au Danemark, ben, je me suis rendu compte qu'en fait,
même si Cyril, bon, il a un certain âge, mais il y a des choses au niveau de l'entraînement où il est à la pointe, mais vraiment à la pointe, et c'est bluffant. Vraiment, c'est bluffant. Il y a des trucs où on se dit, putain, c'est impossible qu'il sache ça, et en fait, c'est tout. Je sais que j'ai des anecdotes, alors quand j'ai faisais du cyclocross en junior, et que je faisais des crosses en Bretagne, notamment à Camor, il m'a donné un conseil, juste un conseil, hein, sur un virage, un truc tout con à passer un demi-tour. Et en fait, c'était un conseil qui m'a servi, mais même pour les descentes de col et tout, alors je vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop compliqué, mais pour faire simple, c'est un peu le système alors je crois que de mémoire, ça s'appelle la triangulation. Et c'est en gros, c'est la pesanteur, la force centrifuge, et il y en a une autre, et je sais plus ce que c'est la troisième. Et il faut jouer avec ces trois forces pour essayer de prendre le virage le plus propre et le plus rapidement possible. Et c'est un truc qui sert vachement en cyclocross, qui sert en MotoGP, qui sert dans les descentes de col. Et c'est un truc qui m'a servi. Quand il me l'a dit, en fait, j'ai capté tout de suite, et ouais, ça, c'est vachement utile. Sympa. Et comme quoi, c'est sympa. Est-ce que t'es plus Pinot ou Bardet? Plus Pinot pour le fun un peu sur les réseaux sociaux depuis 2-3 ans. Enfin, ouais, depuis qu'il est un peu avec ses chèvres, enfin, à faire découvrir un peu ce qu'il a autour du vélo. Que Romain est plus sérieux, plus fermé, mais encore que je pense que Romain, il peut changer, comme il change d'équipe, il peut peut-être un peu se divertir. Enfin, devenir un peu plus extraverti que ce qu'il a été. Surtout qu'il rentre dans une équipe où il sera un vieux, clairement. Enfin, on peut le dire, hein, il sera un vieux dans cette équipe. Donc, Ouais. on verra comment ça va se passer avec ses nouveaux coéquipiers. Est-ce que t'es plus Peter Sagan ou Philippe Gilbert? Ah, plus Peter pour le showman qu'il a apporté au vélo, tout l'effet médiatique, l'effet showman qu'il a eu au début de sa carrière, un peu moins maintenant et encore que. Mais non, plus Sagan pour tout ce qu'il a apporté au vélo. Même si Philippe, il a apporté aussi énormément hein, avec ses victoires, son titre de champion du monde. Mais je pense que Sagan a réconcilié pas mal de monde avec son côté showman, Mm. qui a énervé beaucoup dans le milieu quand c'est arrivé, mais en ayant un œil extérieur, ça a plus apporté qu'autre chose. Je pense. Et pour terminer ces jeux de dilemme, Tom Bonnen ou Fabian Cancellara? Ah, Tom, ok. Ok. J'ai eu la chance de prendre mon départ. Genre, j'ai fait qu'un Paris-Roubaix chez les professionnels que j'ai pas fini. Mais j'ai eu la chance de côtoyer Tom au départ. Et je dirais une connerie, je sais pas. Je crois pas que Fabien était là. Mais non, pour le charisme du coureur en lui-même, ouais, c'est respect. Immense respect, pardon. Écoute, on a terminé cette question. Je vais laisser Jordan juste te présenter la toute petite dernière partie de l'émission. Et après, on conclura l'émission. Alors, c'est très simple. En fait, tu vas littéralement conclure l'émission Tu vas avoir 1 minute de carte blanche. Voilà, tu vas pouvoir parler de ce que tu as envie. Voilà. Donc, ça peut être n'importe quoi, vraiment. Tu réfléchis à un petit sujet dont tu as envie de parler. Donc, voilà, je vais te laisser y réfléchir et je vais laisser Justin conclure tranquillement. Du coup, pendant ce temps-là, oui, effectivement, je vais conclure l'émission. Après, on aura la minute de Kevin le Danois. Merci à Jordan et merci à Paul encore une fois. C'est super. J'adore faire j'adore faire ces entretiens avec vous. C'est pas fini. On a encore d'autres entretiens qui vont tomber avec des invités toujours plus passionnants les uns que les autres. Merci à toi, Kevin, d'avoir pris le temps de faire cet entretien avec nous. Et je vais te laisser faire ta minute carte blanche. Bah, j'ai profité de ma minute carte blanche déjà pour vous remercier parce que, comme je te l'avais dit juste quand tu m'as proposé l'invitation, je pense que des choses qui se mettent en place autour du vélo, comme vous êtes en train de faire, ça peut apporter que du plus. C'est un peu des choses innovantes et le vélo, c'est un sport vieillissant, donc on en a besoin. Et la deuxième partie de ma minute, ça sera surtout un conseil pour tous ceux qui veulent se mettre au vélo, de pas se prendre la tête. Franchement, ça reste un sport et ça reste du plaisir. On le dit très souvent, mais il faut le répéter. Et, avant d'avoir des résultats, il faut déjà prendre beaucoup de plaisir. C'est un sport ingrat, c'est un sport très dur, mais quand ça sourit, il y a beaucoup d'émotions. Il faut prendre du plaisir à l'entraînement pour que ça arrive encore. Bah, c'était un super message et puis j'espère qu'il y aura plein de jeunes cyclistes qui pourront écouter ce message. Merci encore à vous tous, c'était super. On se quitte pour cet entretien, mais on se retrouve bientôt pour un autre.
salut à tous et puis à la prochaine. Ciao. Salut. Salut, ciao. Salut à tous, salut les gars.